29 janvier 1944. Tête de pont d'Anzio, Italie. Le sergent-chef Jacques Miller est accroupi dans un fossé de drainage à 40 mètres d'un nid de mitrailleuses allemands, observant 2 sentinelles ennemies changer de position. La lune est aux 3/4 pleine. Il y a trop de lumière. Les gardes se déplacent avec une efficacité expérimentée. Pas de discussion. Pas de mouvement inutile. Ce sont des soldats professionnels qui ont survécu à des mois de combat en restant vigilants. Miller compte leur routine. 12 secondes pour le changement. 8 secondes de vulnérabilité pendant qu'un garde se dirige vers l'entrée de l'abri. 8 secondes, ce n'est pas assez de temps. Pas avec l'équipement qu'il porte. Miller regarde ses pieds. Des bottes de combat standard de l'armée américaine. Dessus en cuir et semelles en caoutchouc. Réglementaire, durable et totalement inutile pour ce qu'il essaie de faire. Chaque pas sonne comme du gravier écrasé dans la boue italienne gelée. Il l'a appris à ses dépens 3 nuits plus tôt, lorsqu'une patrouille allemande l'a entendu bouger à 60 mètres et a failli tuer toute son équipe de reconnaissance. De son sac à dos, il sort une botte allemande qu'il a récupérée. La Wehrmacht les appelle bottes de marais. Des semelles en cuir clouté, conçues pour la marche sur route, pas pour la discrétion. Mais Miller a remarqué quelque chose lors de son observation d'hier. Les sentinelles allemandes ne réagissent pas au son des clous de leurs bottes sur le sol gelé. Elles l'entendent constamment. Leur propre patrouille porte ces bottes. Le son fait partie du paysage acoustique de leur position défensive. Les bottes américaines sonnent différemment. Pour une oreille américaine, elles peuvent sembler plus douces, plus silencieuses, mais elles sont suffisamment distinctes pour que les sentinelles allemandes les remarquent. Miller doit infiltrer 12 positions allemandes cette nuit. Les renseignements ont besoin de connaître leurs dispositifs défensifs, l'emplacement des armes, les itinéraires des câbles de communication et la disposition des champs de mines avant l'attaque de rupture qui doit commencer dans 48 heures. La doctrine de reconnaissance standard dit que cette mission nécessite une équipe de 6 hommes travaillant sur 3 nuits. Miller y va seul et il est sur le point de parier sa vie sur les chaussures de l'ennemi. Fin janvier 1944, l'opération Shine, le débarquement amphibie allié à Anzio, était devenu une impasse stratégique qui menaçait de se transformer en un autre Gallipoli. Le débarquement du 22 janvier avait obtenu une surprise tactique complète. Le 6e corps, commandé par le major-général John Lucas, avait débarqué 36 000 hommes et 3 200 véhicules avec des pertes minimes. La route de Rome était ouverte, défendue par des unités allemandes dispersées que les analystes militaires pensaient pouvoir balayer en 48 heures. Mais le général Lucas hésita. Au lieu d'exploiter la surprise, il ordonna à ses forces de consolider la tête de pont et d'attendre des renforts. Cette décision donna au feldmaréchal allemand Albert Kesselring exactement ce dont il avait besoin. 10 ans. En 72 heures, Kesselring rassembla 40 000 soldats autour du périmètre allié. En une semaine, il en avait 70 000. La tête de pont qui devait démanteler toute la ligne Gustave devint un piège mortel. La position alliée mesurait environ 25 km de large sur 11 km de profondeur. Une poche peu profonde pressée contre la mer Tyrrhénienne avec l'artillerie allemande commandant toutes les approches. Le terrain favorisait les défenseurs. La plaine côtière plate se transformait en terrain accidenté avec des fossés de drainage, des canaux d'irrigation et des bâtiments de ferme dispersés offrant des positions défensives parfaites. Les forces allemandes occupaient les monts Albin au nord-est, leur donnant une observation sur toute la tête de pont. Les renseignements de la 5e armée estimaient que les forces allemandes avaient établi plus de 200 positions fortifiées dans un arc de 5 km autour du périmètre allié. Chaque position abritait entre 8 et 40 soldats avec des champs de tir croisés couvrant toutes les voies d'approche. Champs de mines, barbelés et artillerie préenregistrés rendaient les assauts frontaux suicidaires. Les pertes alliées la première semaine, 5 500 tués, blessés ou disparus. Ce qui rendait la situation tactique particulièrement désespérée, c'était le déficit de renseignements. Les patrouilles de reconnaissance standard ne pouvaient pas pénétrer les défenses allemandes sans déclencher des fusillades qui alertaient l'ennemi et n'aboutissaient à rien. Le 6e corps avait désespérément besoin d'informations détaillées sur les positions allemandes, les types d'armes, la taille des équipages, la construction des bunkers, les réseaux de communication et les voies d'approvisionnement avant de lancer l'offensive de rupture prévue pour début février. Les Rangers avaient tenté cette mission en utilisant des tactiques conventionnelles, de petites équipes se déplaçant la nuit, observant à distance, se retirant avant l'aube. Les résultats étaient insuffisants. L'observation à longue portée ne pouvait pas déterminer si une position abritait 5 soldats ou 50. Elle ne pouvait pas identifier si un bunker était en béton armé ou de simples terrassements.
Elles ne pouvaient pas localiser les fils de communication enterrés ni tracer les voies d'approvisionnement à travers les arrières allemands. Le colonel William Darby, commandant la force des Rangers à Anzio, avait besoin de renseignements à courte portée. Cela signifiait placer des éclaireurs à moins de 20 mètres des positions ennemies, assez près pour entendre les conversations, compter le personnel, observer les routines et identifier les vulnérabilités. Mais toutes les tentatives avaient échoué. Les sentinelles allemandes détectaient les patrouilles américaines par leur seule signature sonore. Le problème n'était pas seulement les pas. L'équipement américain cliquetait différemment de l'équipement allemand. Les gamelles, les gourdes et les cartouchières américaines créaient des profils acoustiques distincts. Les sentinelles allemandes apprirent à identifier les soldats alliés par le son bien avant le contact visuel. Les vétérans du front de l'Est avaient passé 2 ans à écouter les infiltrés soviétiques. Ils connaissaient toutes les astuces. Le sergent-chef Jacques Miller du 1er bataillon de Rangers servait à Anzio depuis le débarquement. Ancien guide de chasse du Montana, Miller comprenait qu'une infiltration réussie exigeait de correspondre au profil acoustique et visuel de l'ennemi. Il étudia les schémas de patrouille allemands, nota leur signature d'équipement et réalisa que les forces alliées essayaient d'être silencieuses alors qu'elles auraient dû essayer de sonner allemand. L'idée semblait absurde à la pensée militaire conventionnelle. Porteurs de l'équipement ennemi violaient la doctrine de base et risquaient d'être abattus par les forces américaines. Mais Miller avait observé quelque chose de crucial lors de reconnaissances nocturnes. Les sentinelles allemandes n'enquêtaient pas sur les sons qui correspondaient à leurs attentes. Elles enquêtaient sur les anomalies. Un Américain essayant de se déplacer silencieusement créait des anomalies. Des semelles en caoutchouc souple sur un sol gelé. Des cliquetis d'équipements inconnus. Des schémas de mouvement qui ne correspondaient pas aux procédures tactiques allemandes. Miller proposa une approche différente. Ne pas se cacher des sens allemands. Les tromper à la place. Son commandant de bataillon autorisa un essai. 12 positions, une nuit. Si Miller survivait, les Rangers adopteraient ces méthodes. S'il ne le faisait pas, l'idée mourrait avec lui. La doctrine défensive allemande à Anzio reflétait les leçons apprises de 2 années de guerre sur le front de l'Est, où les tactiques d'infiltration soviétique avaient tué des milliers de soldats de la Wehrmacht. L'Oberst Eberhard von Mackensen, commandant les forces allemandes dans le secteur faisant face aux Rangers, avait combattu à Stalingrad. Il savait ce qui arrivait lorsque les sentinelles devenaient complaisantes. Ses ordres permanents étaient explicites. Enquêter sur chaque anomalie. Contester chaque son. Supposer que des infiltrés sont présents. Les positions allemandes opéraient sous alerte constante avec des schémas de sentinelles superposés et des horaires de patrouille aléatoires conçus pour surprendre les infiltrés. Les Allemands n'étaient pas trop confiants. Ils étaient méticuleux. Les rapports après action d'éclaireurs alliés capturés révélaient l'efficacité de la surveillance acoustique allemande. Un chef de patrouille rangé a écrit « Nous nous sommes déplacés avec une extrême prudence, plaçant chaque pas avec soin, maintenant une discipline du bruit qui satisferait n'importe quel instructeur. Les Allemands ont ouvert le feu avant que nous ne soyons à moins de 80 mètres. Ils ne nous ont jamais vus. Ils ont entendu quelque chose qui n'avait pas sa place. » Les officiers du renseignement allié étudiant le problème conclurent que la reconnaissance à courte portée contre des positions allemandes préparées était effectivement impossible sans subir des pertes prohibitives. La réalité mathématique était brutale. Pour recueillir des renseignements sur 12 positions, la doctrine conventionnelle suggérait 6 à 8 équipes de reconnaissance opérant sur plusieurs nuits. Pertes attendues 40 à 60%. Qualité attendue des renseignements marginale, car les équipes observant à plus de 100 mètres ne pouvaient pas recueillir les informations détaillées dont les commandants avaient besoin. Ce qui frustrait les commandants américains, c'est que les patrouilles allemandes se déplaçaient régulièrement à travers les positions alliées sans être détectées. Les éclaireurs de la Wehrmacht semblaient capables de s'infiltrer n'importe, de recueillir des renseignements et de se retirer sans que les sentinelles alliées ne le remarquent. Cette asymétrie suggérait que les soldats allemands possédaient un savoir-faire de terrain supérieur, une hypothèse qui nuisait au moral américain. La réalité était plus subtile. Les éclaireurs allemands n'étaient pas meilleurs. Ils étaient différents. Ils se déplaçaient avec confiance plutôt qu'avec une prudence excessive. Ils portaient un équipement que les sentinelles alliées s'attendaient à entendre. Ils suivaient des schémas de mouvement conformes à la doctrine de patrouille alliée. Lorsque les sentinelles américaines entendaient de son correspondant à leurs attentes, des soldats marchant avec des signatures d'équipement familières, elles n'enquêtaient pas. Les anomalies déclenchaient des réponses. Les sons attendus, non. Miller avait compris cela en chassant l'élan dans les étendues sauvages du Montana. Les chasseurs d'élan qui essayaient de se déplacer silencieusement à travers le sous-bois de la forêt échouaient parce que leurs mouvements prudents créaient des schémas sonores non naturels qui alertaient le gibier.
Les chasseurs qui réussissaient se déplaçaient naturellement, correspondant au rythme et à la signature acoustique de la forêt elle-même. Le même principe s'appliquait à l'infiltration des positions ennemies. Mais convaincre les chefs militaires d'adopter cette approche était difficile. L'idée de porter de l'équipement ennemi semblait désespérée, voire suicidaire. Les forces amies pourraient tirer sur des infiltrés portant des bottes allemandes. Le droit international concernant les combattants en uniforme ennemi était flou, et s'ils étaient capturés, les forces allemandes pourraient exécuter les soldats portant de l'équipement de la Wehrmacht comme des espions plutôt que de les traiter comme des prisonniers de guerre. Le commandant de bataillon de Miller, le major Murray, autorisa la mission en comprenant explicitement les risques. Les ordres écrits de Murray stipulaient « Le sergent Miller est autorisé à utiliser du matériel ennemi capturé à des fins de reconnaissance. » Toute la responsabilité de cette innovation tactique incombe au sous-signé. C'était un risque calculé basé sur un besoin désespéré. L'offensive de rupture ne pouvait pas réussir sans des renseignements détaillés. Les méthodes conventionnelles avaient échoué. Soit l'approche de Miller fonctionnait, soit la force des Rangers attaquerait les positions allemandes à l'aveugle. Les Allemands, observant le périmètre américain avec des optiques de vision nocturne et des sentinelles alertes, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez sur les tactiques d'infiltration non conventionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez déjà entendu parler des Rangers utilisant du matériel allemand capturé pour des missions de reconnaissance. Et si vous appréciez ces plongées approfondies dans les histoires oubliées des opérations spéciales en Italie, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ces histoires nécessitent des recherches sérieuses. Retrouvez des rapports après action, des journaux de guerre de bataillon et des témoignages de vétérans qui n'ont jamais été intégrés dans les histoires grand public. Et savoir que vous êtes là rend tout cela utile. Miller commence sa préparation à 21h, 3 heures avant le début de l'infiltration. Il dépouille son uniforme de tout équipement américain. Ses plaques d'identité sont placées dans une enveloppe scellée laissée au major Murray. Si Miller est tué en portant des bottes allemandes, son corps doit être correctement identifié. Son fusil M1 reste derrière. Le clip de 8 cartouches de l'arme émet un ping métallique distinctif lorsqu'il est vide, instantanément reconnaissable par les oreilles allemandes. À la place, Miller porte un carabinet 98 à capturer, le fusil d'infanterie allemand standard. L'arme est différente, s'équilibre différemment, mais sonne correctement. Il remplace sa ceinture de cartouches en toile par un système de bretelles en Y en cuir allemand. Sa gourde américaine en aluminium, avec son cliquetis distinctif, est échangée contre une Fell Flash M31 allemande en acier émaillé qui ne fait aucun bruit lorsqu'elle est portée correctement. Son couteau de tranchée est placé dans un porte-baïonnette de ceinture allemand. Même sa trousse de premier secours est remplacée par une Verbankasten allemande capturée. Les bottes sont l'élément crucial. Miller les a sélectionnées avec soin dans les stocks de matériel capturé. Taille 43, environ une taille 10 américaine, usée mais en bon état. Les clous sont intacts. De petits crampons métalliques martelés dans la semelle en cuir, selon un motif distinctif de la Wehrmacht. Ces bottes n'étaient pas conçues pour la discrétion. Elles étaient conçues pour des marches de 30 km sur les routes européennes. Les clous offrent traction et durabilité mais créent des sons inimitables sur les surfaces dures. C'est exactement ce que Miller veut. À 23h45, Miller franchit le périmètre américain à un point d'infiltration désigné. 2 sentinelles rangeaient le regard partir, sachant qu'elles ne le reverront peut-être jamais. La température est de 3 degrés Celsius, assez froid pour geler la boue en crêtes irrégulières qui amplifient chaque pas. Miller se dirige vers la première position allemande à 800 mètres au nord-ouest des lignes américaines. Les rapports de renseignement indiquent une section renforcée de 12 à 15 soldats occupant une ferme fortifiée avec des positions de mitrailleuses couvrant la route d'approche. La mission de Miller, déterminer l'effectif exact des troupes, les types d'armes, les emplacements de stockage des munitions, et si la position dispose de communication téléphonique ou radio. Il ne rampe pas, il marche. Les bottes cloutées crient sur le sol gelé à chaque pas. Aux oreilles de Miller, le son est alarmant, fort, distinct, impossible à manquer. Chaque instinct lui crie de se déplacer plus prudemment, de poser chaque pied avec précision, de minimiser le bruit. Il se force à marcher normalement, correspondant au rythme et à la cadence des patrouilles allemandes qu'il a observées au cours de la semaine passée. À 400 mètres de la position allemande, Miller estime qu'il est à portée d'oreille des sentinelles alertes. Il continue de marcher. Les clous cliquent et raclent sur la boue gelée. Il fait plus de bruit que n'importe quelle patrouille de reconnaissance américaine n'oserait en faire. Aucune réaction de la position allemande. À 200 mètres,
Miller peut voir la silhouette de la ferme se découper sur le ciel nocturne. Le clair de lune illumine suffisamment l'approche pour que les sentinelles devraient repérer un mouvement. Il continue de marcher, inclinant son approche pour passer à 60 mètres au nord de la position principale, assez près pour observer, assez loin pour ressembler à une route de patrouille plutôt qu'à une approche directe. Une voix retentit dans l'obscurité. En allemand. « Wer da » ? Qui va là ? Miller se fige. L'interpellation n'était pas agressive, plus curieuse qu'alarmée. Une sentinelle demandant qui est là, s'attendant à une réponse de routine d'une patrouille allemande. Miller se préparait pour ce moment. Il ne parle pas assez bien allemand pour répondre de manière convaincante, mais il comprend la doctrine. Les patrouilles allemandes ne répondent souvent pas immédiatement aux interpellations si elles sont en mission classifiée. Miller reste immobile pendant 3 secondes, puis fait délibérément 2 pas en avant. 2 pas forts et confiants qui disent « Je suis censé être ici sans mots ». Les clous annoncent clairement chaque pas. 10 secondes passent. Pas de nouvelle interpellation. Pas de tir. La sentinelle a entendu des bottes qu'elle reconnaissait et un mouvement suggérant un but. L'hypothèse, une autre patrouille allemande vérifiant le périmètre. Miller continue de passer devant la position, maintenant à 40 mètres de la ferme. Dans l'obscurité, il observe des détails invisibles à 100 mètres. Le nid de mitrailleuse est une MG-42, pas l'ancienne MG-34. Important car la MG-42 tire 1200 coups par minute contre 900 pour la MG-34. Il compte 6 soldats visibles à l'extérieur de la ferme, suggérant une garnison totale de 12 à 15 hommes, comme rapporté. Il repère un fil de communication enterré menant au nord-est vers les postes de commandement allemands. Il note des caisses de munitions empilées près de l'entrée, assez pour une défense prolongée. Il catalogue tout en mémoire, sachant qu'il ne peut pas s'arrêter pour prendre des notes. S'arrêter briserait l'illusion. Les patrouilles allemandes se déplacent avec un but. Elles ne flânent pas à portée d'observation de l'ennemi. Miller dépasse la position et continue vers le nord-ouest sur 200 mètres avant de rebrousser chemin vers la deuxième cible. L'infiltration a fonctionné. Il a marché à moins de 40 mètres d'un point fortifié allemand, observé des détails qu'aucune reconnaissance à longue portée n'aurait pu obtenir, et l'ennemi a supposé qu'il était des leurs. Au cours des 6 heures suivantes, Miller infiltre 11 autres positions en utilisant la même technique. Chaque approche affine sa méthode. Il apprend que les sentinelles allemandes sont les plus alertes entre 2 heures et 4 heures, la fenêtre d'infiltration traditionnelle où elles attendent les éclaireurs ennemis. Miller programme ses infiltrations pendant les heures du soir et juste avant l'aube, lorsque les soldats allemands changent de quart et s'attendent à des mouvements internes. La position cette manque de mettre fin à la mission. Miller s'approche trop directement et une sentinelle l'interpelle à 30 mètres. Cette fois, le ton de l'allemand est méfiant. Miller répond en toussant, un son rauque et pâteux, et en se tournant comme pour se diriger vers des latrines. La sentinelle rit et dit quelque chose que Miller ne comprend pas, mais le sens est clair. De la sympathie pour un soldat avec un gros rhume ayant besoin des toilettes. Miller disparaît dans l'obscurité pendant que la sentinelle retourne à son poste. Position 12. La cible finale est un poste d'observation d'artillerie allemand sur un terrain élevé avec une vue dégagée sur la tête de pont allié. Miller s'approche par l'arrière, la seule direction que les observateurs allemands surveillent rarement car ils supposent que leurs propres lignes sont sûres. Il passe 15 minutes allongé à 25 mètres derrière la position, écoutant les observateurs avancés allemands appeler des corrections d'artillerie par ligne téléphonique. Il mémorise leurs procédures de communication, identifie leurs indicatifs d'appel et note exactement combien de secondes de délai s'écoulent entre l'observation et l'impact de l'artillerie. Le renseignement est inestimable. Les forces américaines peuvent prédire les frappes d'artillerie en surveillant les communications des observateurs allemands et se mettre à l'abri pendant la fenêtre de délai. Miller retourne aux lignes américaines à 6h15, juste avant le lever du soleil. Il a été en territoire contrôlé par les Allemands pendant cette heure, a infiltré 12 positions et a recueilli des renseignements qui auraient nécessité 40 soldats utilisant des méthodes conventionnelles. Perte 0. Le débriefing de Miller avec les officiers du renseignement de la force des Rangers commence immédiatement et dure 4 heures. Le renseignement tactique est extraordinaire. Miller fournit des croquis détaillés de chaque position de mémoire, identifiant les types d'armes, la taille des équipages, les champs de tir, les points de vulnérabilité. Il rapporte que les positions allemandes sont lourdement défendues contre les approches frontales, mais minimalement protégées par l'arrière. La Wehrmacht suppose que son propre territoire est sûr. Il identifie les itinéraires des fils de communication que l'artillerie alliée peut sectionner, isolant les points forts allemands du commandement supérieur. Plus important encore, Miller révèle que les positions défensives allemandes fonctionnent selon des horaires prévisibles. Les changements de garde ont lieu à 6 heures,
14 heures et 22 heures. Les ravitaillements en munitions suivent les mêmes itinéraires aux mêmes heures. Les observateurs avancés appellent des rapports de situation au commandement de l'artillerie toutes les 90 minutes. Ces schémas créent des fenêtres d'exploitation que les forces américaines peuvent cibler. Mais la technique elle-même, la déception acoustique utilisant du matériel ennemi, intéresse les officiers du renseignement plus que les détails tactiques. Le colonel Darby interroge personnellement Miller sur la méthodologie, reconnaissant que cette approche pourrait révolutionner l'infiltration des opérations spéciales. L'analyse révèle pourquoi la tromperie a fonctionné. La perception humaine repose sur la reconnaissance de schémas. Les sentinelles allemandes classifiaient inconsciemment les sons familiers, sûrs ou inconnus, menaces. Les bottes cloutées sur un sol gelé étaient enregistrées comme familières car les patrouilles allemandes créaient ce son constamment. La signature acoustique correspondait aux attentes, donc les sentinelles l'ignoraient. Les bottes américaines à semelles en caoutchouc, même en se déplaçant avec précaution, créaient des schémas sonores inconnus qui déclenchaient une enquête. La technique a fonctionné parce qu'elle exploitait la psychologie plutôt que de tenter de déjouer la capacité sensorielle. La doctrine de reconnaissance alliée précédente supposait que les sentinelles détecteraient tout bruit, donc les patrouilles essayaient de minimiser le son. L'approche de Miller acceptait que les sentinelles l'entendraient et s'assurait plutôt qu'elles entendent des sons qui ne les alarmeraient pas. La force des Rangers met immédiatement en œuvre la méthodologie dans tous les éléments de reconnaissance. En 3 jours, 20 Rangers mènent des missions d'infiltration en utilisant des bottes et de l'équipement allemand capturé. Les renseignements collectés transforment la compréhension alliée des positions défensives allemandes. Des emplacements d'armes jusqu'alors inconnus, des plans de champs de mines et des itinéraires de patrouilles deviennent des faits documentés. Les forces allemandes remarquent l'augmentation de l'activité de reconnaissance alliée, mais ne comprennent pas comment les éclaireurs américains pénètrent leur défense. Les rapports après action de la Wehrmacht de début février 1944 font référence à des brèches de sécurité inexpliquées et à une possible activité de collaborateurs. Les commandants allemands soupçonnaient les civils italiens de fournir des renseignements aux forces alliées. Ils n'ont jamais envisagé que des soldats américains marchaient à travers leurs positions en portant des bottes allemandes. L'efficacité de la technique avait ses limites. Elle fonctionnait la nuit, lorsque l'identification visuelle était difficile et que les signatures acoustiques dominaient la conscience des sentinelles. L'infiltration de jour restait impossible. La méthode exigeait des soldats dotés d'un savoir-faire de terrain et d'un sang-froid exceptionnel. Marcher avec confiance vers des positions ennemies alors que chaque instinct criait de se cacher exigeait une discipline psychologique que la plupart des soldats ne possédaient pas. Le succès de Miller dépendait également d'une préparation minutieuse. Il avait étudié les schémas de patrouille allemands pendant des semaines avant de tenter l'infiltration. Il comprenait les protocoles typiques d'interpellation et de réponse allemands. Il savait quels sont les soldats allemands attendaient et lesquels les alarmeraient. Les soldats tentant cette technique sans une préparation adéquate risquaient la capture ou la mort. Les officiers du renseignement allié ont documenté la méthodologie dans des bulletins tactiques classifiés distribués aux unités d'opérations spéciales dans tout le théâtre méditerranéen. Le Special Air Service britannique a adopté des techniques similaires en utilisant du matériel allemand capturé pour des missions de reconnaissance en Yougoslavie et en Grèce. L'Office of Strategic Service, OSS, précurseur de la CIA, a étudié l'approche de Miller pour les opérations d'insertion d'agents derrière les lignes ennemies. La technique n'est jamais devenue une doctrine standard car elle exigeait une compétence individuelle exceptionnelle et comportait des risques importants. Les soldats capturés en uniforme ennemi risquaient l'exécution en tant qu'espions en vertu du langage ambigu de la Convention de Genève concernant les combattants légitimes. Mais pour les unités de reconnaissance d'élite opérant dans des circonstances désespérées, l'innovation de Miller a fourni une capacité que les méthodes conventionnelles ne pouvaient égaler. À Anzio, cette capacité a aidé à sortir de l'impasse. Les renseignements recueillis grâce aux missions d'infiltration ont permis aux forces alliées d'identifier les points faibles des défenses allemandes et de planifier l'offensive de rupture de février avec une compréhension tactique précise. La percée alliée d'Anzio a commencé le 23 mai 1944, 4 mois après la mission d'infiltration initiale de Miller. Le retard n'était pas dû à des échecs de renseignement. Il était dû à des désaccords stratégiques sur l'opportunité de percer vers Rome ou de couper les voies de retraite allemandes de la ligne Gustave. Lorsque l'offensive a finalement été lancée, les forces alliées ont bénéficié de 4 mois de reconnaissance détaillée qui ont documenté les positions défensives allemandes avec une précision sans précédent. Les Rangers menant l'assaut savaient exactement quelles positions détenaient des armes lourdes, lesquelles étaient légèrement défendues et lesquelles pouvaient être entièrement contournées. Les frappes d'artillerie ont ciblé les nœuds de communication identifiés lors des missions d'infiltration, isolant les points forts allemands.
Les ingénieurs connaissaient la disposition des champs de mines et ont dégagé des couloirs avant que l'infanterie n'avance. Les avantages tactiques fournis par la reconnaissance à courte portée ont considérablement réduit les pertes alliées par rapport aux assauts précédents contre des positions allemandes préparées. Le sergent-chef Jacques Miller a survécu à Anzio et a continué à servir avec la force des Rangers tout au long de la campagne d'Italie. Il a reçu la Silver Star pour sa bravoure au combat lors d'opérations de reconnaissance. La citation ne pouvait pas préciser les détails car les techniques d'infiltration restaient classifiées. Miller a été promu sergent technique et a formé d'autres Rangers aux méthodes de déception acoustique avant de retourner aux États-Unis en octobre 1944. Après la guerre, Miller est retourné au Montana et a repris son travail de guide de chasse. Il a rarement parlé de son service militaire et les détails de ses techniques d'infiltration sont restés classifiés jusqu'aux années 1970, lorsque les journaux de guerre déclassifiés de la force des Rangers ont révélé l'étendue des opérations de reconnaissance non conventionnelles à Anzio. La méthodologie dont Miller a été le pionnier a influencé la doctrine des opérations spéciales d'après-guerre. Les forces spéciales de l'armée américaine ont incorporé la déception acoustique dans l'entraînement à la survie, à l'évasion, à la résistance et à la fuite, serrée. Le principe correspondre aux attentes de l'ennemi plutôt que de tenter une dissimulation parfaite est devenu fondamental pour les tactiques d'infiltration enseignées dans les écoles modernes d'opérations spéciales. Les historiens militaires analysant Anzio citent les renseignements recueillis grâce aux missions d'infiltration comme un facteur critique dans la victoire finale des Alliés. Le professeur Rick Atkinson, dans son livre The Day of Battle, note que les éléments de reconnaissance à Anzio ont démontré que l'ingéniosité tactique pouvait surmonter la supériorité défensive lorsque les méthodes conventionnelles échouaient. Les techniques spécifiques sont restées classifiées dans le récit d'Atkinson, mais les résultats étaient indéniables. Les forces alliées ont obtenu une surprise tactique lors de la percée de mai malgré les attentes allemandes d'une offensive. Ce qui est remarquable, c'est la simplicité de l'innovation. Miller n'a pas inventé de nouvelles technologies ni développé de procédures tactiques complexes. Il a observé le comportement de l'ennemi, compris leur schéma de perception et exploité l'écart entre ce qu'ils entendaient et ce sur quoi ils enquêtaient. La solution n'a rien coûté. Les bottes capturées étaient abondantes et ne nécessitaient aucune autorisation spéciale ni modification d'équipement. La leçon plus large s'étendait au-delà des applications militaires. Les officiers de renseignement étudiant le succès de Miller ont reconnu que les systèmes de sécurité optimisés pour détecter les anomalies créent une vulnérabilité aux menaces qui correspondent aux schémas attendus. Cette perspicacité a influencé la doctrine de l'espionnage de la guerre froide, où les agents apprenaient à se fondre dans les comportements attendus plutôt qu'à se cacher de l'observation. Aujourd'hui, les missions d'infiltration de Miller sont étudiées à l'école des Rangers de l'armée américaine comme des exemples de résolution de problèmes adaptatifs en conditions de combat. Les détails spécifiques, marcher ouvertement vers les positions ennemies en portant des bottes capturées, semblent presque absurdement simples, mais la simplicité ne diminue pas l'efficacité. Parfois, la solution la plus sophistiquée consiste à reconnaître que les sens de l'ennemi ne sont pas le problème. Leurs suppositions le sont. Chaque système de sécurité contient les germes de sa propre défaite, car la sécurité exige des hypothèses sur les menaces. Les défenses allemandes à Anzio étaient sophistiquées, bien garnies et opérées par des professionnels. Elles n'ont pas été vaincues par une puissance de feu supérieure ou des effectifs écrasantes. Elles ont été vaincues par un soldat qui a reconnu que la perfection n'est pas nécessaire. Correspondre aux attentes est suffisant. Les Allemands s'attendaient à ce que les infiltrés se cachent. Miller a marché ouvertement et leur a fait entendre exactement ce qu'ils s'attendaient à entendre. L'innovation a nécessité de comprendre une vérité fondamentale sur la perception humaine. Nous ne traitons pas tout ce que nous voyons et entendons. Nous filtrons l'information à travers nos attentes, rejetant les données qui correspondent à nos hypothèses et enquêtant sur les anomalies. Ce raccourci cognitif permet aux humains de fonctionner dans des environnements complexes sans surcharge sensorielle. Il crée également des vulnérabilités exploitables. Miller a réussi parce qu'il a cessé d'essayer d'être invisible et est devenu, à la place, attendu. Il n'a pas vaincu les sens allemands. Il a trompé les suppositions allemandes. La distinction est importante car elle révèle que les défenses les plus solides protègent souvent contre les mauvaises menaces. Un Ranger, 12 positions, une infiltration de 7 heures qui a fourni des renseignements inaccessibles par les méthodes conventionnelles. La mission a fonctionné parce que Miller a compris que les sentinelles allemandes n'écoutaient pas n'importe quels sons. Elles écoutaient les mauvais sons. Des bottes cloutées sur un sol gelé n'étaient pas mauvaises. C'était allemand. Parfois, le meilleur déguisement n'est pas le silence. C'est de faire le bruit que l'ennemi s'attend à entendre. Et parfois, le courage ne réside pas dans ce que vous faites. Il réside dans ce que vous cessez d'essayer de cacher.
Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi en recherchant, en parcourant les journaux de guerre déclassifiés de la force des Rangers et les bulletins tactiques qui documentent ces techniques d'infiltration, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo et vous abonniez à la chaîne. Il y a des dizaines d'autres histoires inédites d'opérations spéciales de la Seconde Guerre mondiale qui méritent d'être rappelées. Des tactiques non conventionnelles, des innovations individuelles, des moments où la perspicacité d'un seul soldat a changé tout le cours d'une campagne. Je vous apporterai une nouvelle histoire chaque semaine. Que devrais-je raconter ensuite? La brigade du diable à Mont-la-Defensa, les Alamos Scouts dans le Pacifique ou les opérations de l'OSS derrière les lignes allemandes en France. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.